Exactement. Bonjour tout le monde, bienvenue à la présentation Action en React, présentée par moi, Eric Côté, de React Academy. Oh, je m'aperçois que le volume est très variable. Est-ce que c'est mieux comme ça ou comme ça? Plus proche? OK, on va le faire plus proche. Voilà. C'est d'aller à la prochaine diapo. Et je vais me mettre en mode dark, puis on va essayer d'annuler la musique. Merci. Ça va aider un peu. Hein. J'aime le dark mode. Donc, ça, c'est ma présentation. C'est pour dire que je fais de l'informatique depuis longtemps. Et maintenant, je m'occupe d'un centre de formation qui s'appelle React Academy, où est-ce que je donne des formations en virtuel ou en présentiel. Et puis, si votre équipe a besoin d'être formée sur React, je suis l'homme pour vous. Excellent. OK. J'ai le goût d'aller chercher une nouvelle tabulation. Ne bougez pas. Je pense que je vais faire Tab. Non, j'ai fait CTRL-T, mais comment que je fais pour changer l'adresse? Je vais aller sur le site de react.dev/blog. Parce qu'on va avoir full screen, alors je sais pas. Ouais, c'est ça. Alors, sur le site de react.dev/blog, on parle de React 19. React 19 est bientôt sur le point de sortir. Est-ce que c'est juste moi, mais on dirait que ma voix rentre et sort. Est-ce que c'est juste moi ou... C'est bon? OK, c'est bon. Donc, comme on peut voir, si on clique dessus le Beta Upgrade Guide. Tu veux Dark Mode? Ah, c'est correct, oui, c'est parfait. C'est parfait, Dark Mode, c'est merveilleux. Alors, une des choses qui est le fun, c'est qu'on va expliquer dans ce site-là comment on fait pour upgrader et migrer vers justement la version de React 19. Et vous voyez ici, il y a le installing, comment on fait pour installer ça. Mais voilà, la façon d'installer, c'est avec la commande suivante qui est très petite. Et là, je sais que le Windows, la commande plus ne fonctionne pas. Ah, ça fonctionne maintenant. Excellent. Ah, merci. Tu vas m'aider à taper ici. Ah, voilà. On fait juste utiliser npm install, React at beta, React DOM at beta. Et comme ça, on peut utiliser tout de suite, aujourd'hui, la version de React 19. Bonne nouvelle, dans quelques mois, non, dans quelques semaines, on va avoir la vraie version de React 19 qui va être disponible sans avoir besoin du mot bêta. La beauté de la chose, c'est que pour la plupart des projets, ça n'aura pas d'impact. Vous pourrez prendre un projet qui a été écrit en 18 et ça devrait fonctionner en React 19, à moins que vous utilisez une des fonctionnalités qui a été dépréciée ou enlevée de la version de React 19. On a commencé à enlever des vieilles affaires, des affaires qui étaient là depuis longtemps, qui ne sont plus des choses recommandées. Et puis là, l'équipe de React a dit, ces choses-là qui traînent, ces approches-là, on les enlève. Voilà. Donc j'ai commencé, moi, à utiliser React 19 et à expérimenter comment ça marche, les bons points, les mauvais points. Puis une des choses qui m'a beaucoup surpris, c'est que si je viens ici dans le blog, ça avait l'air que c'est react.dev. Bougez pas. Vers suivant. Voilà, c'est ce que je voulais. Donc, vous voyez ici, il y a un autre lien sur React 19 Beta. Et si je clique là-dessus, on va remarquer qu'une des choses qui est intéressante, ils ont une page où est-ce qu'ils expliquent qu'est-ce qui est nouveau dans React 19. Et souvent, dans les What's New, dans qu'est-ce qui est nouveau, l'équipe de React veut nous parler de qu'est-ce qu'on devrait utiliser. Et une des choses intéressantes, c'est que si vous regardez dans cette liste-là, une liste d'environ une vingtaine de points, et les server components arrivent loin. Et ce qu'on voit, les deux grosses fonctionnalités en avant, c'est les actions. Et l'autre élément, c'est le fetch en utilisant le mot-clé use que j'ai montré le mois dernier. Alors, très intéressant. J'étais fasciné, j'étais comme « Wow! » Je pensais pas que c'était comme ça. OK. Donc, on va en parler. Je vais retourner dans mes diapositives. Merveilleux. Et là, il y avait un moyen de se remettre en mode plein écran ici. Excellent.
Donc, comment on gérait les actions auparavant? Et en laissant un formulaire. Le formulaire est vraiment niaiseux. C'est un formulaire qui va prendre un nom et qui va envoyer, quand on clique sur Update, qui va envoyer à un web service le fait que le nom a été mis à jour. Donc, par exemple, si je dis que le nom va être Eric et que je tape Update, on va voir qu'il va y avoir d'abord un pop-up, une alerte qui va apparaître disant Success Updating Name to Eric. Puis ensuite, si je fais OK, il va avoir ce qu'on appelle un should redirect to path. Naturellement, ça, ces fonctionnalités-là n'ont pas été implémentées parce que je voulais vraiment montrer la fonctionnalité qui nous intéresse ici. La fonctionnalité qui nous intéresse vraiment, c'est de gérer le state. Comment le state est géré dans l'ancienne façon de gérer ça? Donc, voici qu'est-ce qu'on avait besoin. Et on va juste passer un petit peu les choses ici pour mieux voir. On va remarquer qu'on va avoir 3 states. Un pour gérer le nom, un pour gérer des messages d'erreur, notamment si j'écris un nom trop court. Exemple, si j'écris un nom d'une seule lettre et que je fais update, il va finir par avoir une erreur disant name too short. Essentiellement, le service nous retourne un message d'erreur. Je suis obligé de mettre un nom plus long. Et là, si je fais Eric au complet et que là, je tape update, automatiquement, l'appel se fait et vous voyez que là, il va dire Success Updating, OK, et finalement, l'update se fait. Donc, il va avoir besoin de gérer le name, gérer le nom, gérer les messages d'erreur et gérer le pending. Le pending, c'est l'attente. Pendant qu'on attend, on veut désactiver le bouton. Donc, on veut être capable de montrer qu'il y a une action qui a lieu et que pendant que l'action a lieu, le bouton est désactivé. Il pourrait aussi avoir des spinners qui tournent pour montrer qu'il y a quelque chose, il y a du travail qui se fait dans le back-end. Voilà. Donc, on va remarquer qu'on a là-dedans une sorte de fonctionnalité asynchrone où est-ce qu'on va pouvoir s'amuser à mettre le pending à true pour gérer le fait que ça va être avec un spinner ou avec ici, dans ce cas-ci, on a juste désactivé le bouton. Puis ici, un set is pending à false où est-ce qu'on va ramener le true. Puis entre les deux, on a notre fonctionnalité qui appelle le web service update name, appelle notre service web dans les coulisses. Rien de très, très, très incroyable. Vous remarquerez que la deuxième partie de ça, c'est juste d'afficher un div avec mon input, où est-ce que quand on clique sur le Unchange, le bouton, excusez-moi, voilà. Quand je clique sur le bouton Unchange, ça va justement appeler ma fonction setName. Puis il y a le bouton qui va appeler le handle submit. Donc, ça devient intéressant à voir comment que ces choses-là sont gérées. C'est ça. Alors, à chaque fois que je tape une lettre, il y a un state qui change, un state local qui change. Et quand je... excusez-moi. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Donc, essentiellement, quand j'arrive ici, que je tape un nom complet, Eric Update, on voit qu'il est en gris, je clique sur OK, et voilà, Update est fait. Wouhou! Rien de bien compliqué. Oups, le name too short n'a pas été enlevé parce que la façon que l'erreur est faite, je n'ai pas désactivé l'erreur. Le code, je pourrais le modifier live devant vous. Ce qu'il faudrait faire pour gérer ça, c'est que s'il n'y a pas d'erreur, je devrais justement m'arranger pour faire un set error de rien du tout. Donc, else. Voilà. Else quoi? Else. Ouvrir les accolades. Là, je ne sais pas c'est quoi ton clavier ici. Non, je ne suis pas obligé de mettre les else. Oui, non, mais je vais avoir le else pour enlever le name is too short. Je voulais justement marquer que error était set error. Comment? Non, c'est pas facile à la main. S'il y a quelqu'un qui veut m'aider à faire le code monkey, ça va être parfait. Mais en attendant, j'ai fini mon... quand je vais faire l'update, on va voir qu'après une seconde, ça va rediriger et... Tadadam, l'erreur est partie. Ouh! On a réglé un bug live. Pas très, très, très compliqué. OK. Ça, on va voir maintenant la prochaine page. Maintenant, on va parler d'une nouvelle fonctionnalité qu'il y a dans React 19 qui s'appelle Use Transition. Et là, on va remarquer qu'on va changer une chose avec Use Transition. On va changer comment qu'on va gérer les états de transition, ce qu'on appelle les états pending. Auparavant, les états pending, il fallait gérer dans un state.
Et là, tout d'un coup, on va dire non, non, non. Ce state-là est lié à cette fonction-là. Quand la fonction finit de rouler, l'attente est terminée. Donc, comment? Oui, exactement. Si tu utilisais déjà des librairies comme UseQuery, tout ça, TanStack Query, comme c'est appelé aujourd'hui, essentiellement, on l'a rendu natif. Et TanStack Query va être encore un outil intéressant, mais pas à ce niveau-là. Essentiellement, on a intégré certaines choses directement dans la plateforme. C'est une bonne chose, tu sais, avec le temps, ça évolue. Voilà. Donc, on va remarquer qu'il y a quelques lignes qui ont changé. C'est le même code qu'auparavant, mais avec cette ligne-là de changer. Et là, vous voyez qu'il y a plus de set is pending. Ce qu'on a, c'est le start transition. Et le start transition va s'arranger pour faire le set state. Essentiellement, quand on commence quelque chose avec start transition, ça veut dire qu'on va modifier le is pending, on va le mettre à true. Et naturellement, vice-versa, quand on va sortir de la fonction, ça va le mettre à false. Donc, tout d'un coup, j'ai pas besoin de gérer ces états-là. J'ai plus besoin de gérer les try-catch, puis de gérer tous les messages qu'on avait besoin de faire. Vraiment beaucoup plus simple. Donc, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé cette ligne-ci, puis j'ai changé naturellement dans mon handle submit, j'ai dit ça, c'est un start transition. Et par la suite, un peu plus loin, si je descends un peu plus bas dans mon code, on va remarquer qu'on a exactement le même code. Rien n'a changé. Voilà. Et donc, d'où vient le start transition? Le start transition provient du use transition. Donc, si je tape du code ici, par exemple, je tape Eric, comme avant, ça va faire l'update. Et je clique, ça devient gris. Voilà, ça change de nom à Eric après une seconde. C'est prêt à rediriger. Et si je fais un nom trop court, comme la lettre E seulement, je clique sur Update, on va voir que le name is too short. Voilà. Donc, c'est assez... et ça a pris une seconde à arriver, puisqu'il y a un délai pour appeler ce service-là. Excellent. Rien de très, très, très global. Alors, on va redéfinir ici les actions. Une action, c'est toute fonction qui utilise une transition async. Et pourquoi on voudra utiliser des actions? Parce que ça va fournir un état d'attente, un pending state. Hein? Ça va permettre de pouvoir, notre état d'attente qui démarre au début de la requête et qui termine quand l'update final est complété. Ça va faire une mise à jour optimiste, un optimistic update, où est-ce qu'on va pouvoir utiliser un nouveau hook qui s'appelle useOptimistic, qui va pouvoir nous permettre d'avoir un feedback immédiat pendant que les requêtes soient traitées. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire on va appeler ça essentiellement des mini-states. Normalement, pendant que vous avez un use action, vous n'avez pas de state. Ben, vous avez un state disponible, mais quand vous allez faire un set state, le set state il est cédulé pour quand? Pour la fin de notre action. Et si vous avez besoin de faire quelque chose qui changerait comme un state, mais avant la fin de l'action, vous dites, moi, j'aimerais ça fournir, par exemple, quelque chose un peu comme le pending. Là, vous allez pouvoir utiliser le use optimistic pour dire ça, je veux que ça ait la même durée de temps qu'un pending. On va le voir dans quelques instants, il y a des démonstrations de code là-dessus. Gestion d'erreurs qui permet d'afficher les error boundaries si une requête échoue et qui reset aux valeurs originales. Et finalement, on va avoir aussi la possibilité d'utiliser des forms qui vont pouvoir passer les fonctions action et form action. Donc, à quoi ça va avoir l'air le code? Ça ressemble au code qu'on avait il y a quelques secondes. Donc, on va remarquer que c'est environ le même résultat. On va remarquer que c'est environ les mêmes lignes de code. Mais voici la différence. J'aimerais ça, finalement, j'aurais dû grossir pour qu'on voit des lignes d'en bas. Je m'aperçois que je scroll puis je vois juste la moitié des lignes. Je m'aperçois que c'est pauvre de moi. Il va falloir que je règle ça. OK. Alors, vous pouvez remarquer qu'ici, ça a beaucoup changé. Tantôt, j'avais un div. Le div a été remplacé par un formulaire. Un formulaire qui a une action. Vous allez remarquer que l'input puis le bouton, il existe encore. Ça n'a pas beaucoup changé. Le code a l'air un peu plus simple. Tantôt, on avait du code un peu plus complexe. Notamment parce qu'il fallait gérer qu'est-ce qui se passait quand on cliquait sur le bouton. Maintenant, je n'ai plus besoin de gérer qu'est-ce qui se passe quand on clique sur le bouton parce que, essentiellement, on fait juste un bouton de type Submit. Ça va appeler donc l'action qui se trouve dans le formulaire. Si je remonte un peu plus haut et que je regarde le code qu'on a ici, on va remarquer qu'on va avoir notre change name avec
cette fois-ci, un use action state. Plutôt que d'avoir le use transition de tout à l'heure, on a un use action state qui va nous fournir un peu plus de choses. Tantôt, ça fournissait essentiellement un state qui était pending, comme vous savez, et ça fournissait aussi une sorte ça nous permettait de gérer le state pending. Mais là, ici, on a aussi le state pending, on a le is pending, donc ça nous fournit. Mais en plus, ça fournit deux autres choses. Ça fournit un submit action puis une erreur. Qu'est-ce qu'on va faire le submit action? Le submit action va faire tout ce qui se trouve dans le corps. Hein, ici, une fonctionnalité où est-ce qu'on va justement, dans use action state, fournir notre delegate. Et ce delegate-là va être appelé à partir de submit action. Et ça va fournir aussi, dans ce cas-ci, des data. Le data ici s'appelle erreur parce que c'était ça que l'exemple fournit. Mais en fait, c'est n'importe quelle donnée qui va être retournée par mon action. Donc, si mon submit action retourne quelque chose comme une erreur, un nul, du data, un grid, you name it. C'est n'importe quel type de données. Donc, data, action, pending, merveilleux. Donc, on peut remarquer qu'ici, dans notre fonction asynchrone, on va avoir la possibilité d'avoir un state et du form data et de faire quelque chose qui est awaitable. Tant que ce n'est pas fini d'être awaité, ce que ça va retourner previous state. Donc, ce qui va être affiché, c'est previous state. Très, très, très élégant. Et naturellement, dès que c'est fini d'être updaté, ben, ça va retourner soit l'erreur, soit le nul. Intéressant de ce côté-là. Et là, maintenant, vous avez remarqué, ça va fonctionner environ de la même façon qu'auparavant. Quand je vais venir taper ici, et que je vais taper Eric, et que je tape Update, comme auparavant, ça va faire, encore là, comme vous voyez, du pending. Ça dit que succès updaté à Eric. Et finalement, quand je fais OK, should redirect path, merveilleux à cause de mon redirect path. Et puis là, vous voyez qu'il y a eu un reset qui a eu lieu sur cette page-là. Parce que c'est ce qui arrive. Quand j'ai fini le use action state, quand le use action state a fini d'exécuter, il fait un reset sur le formulaire. Et je n'ai pas besoin de gérer cet aspect-là. C'est intégré. Wow! Il y a aussi une autre chose qui ajoute, c'est quand tu fais enter dans le form, ça envoie la requête. Répète-moi ça. Parce que là, dans un form, oui. Quand tu dans le field, tu mets dans le field, quand tu envoies enter, ça va l'envoyer. Parce que c'est un form. Oui, mais ça, c'est pas parce que j'utilise React. C'est parce que j'utilise HTML. Dans HTML, quand il y a un formulaire et qu'on fait enter sur le formulaire, pendant que le point d'insertion est quelque part dans le formulaire, le default action du formulaire va survenir et ça va faire un submit du formulaire. Bien dit. Voilà. C'est pas une fonctionnalité React, mais c'est une belle fonctionnalité d'HTML. Alors voilà. Il ne faut pas que je recule, il faut que j'avance. Il faut la mentionner, c'est vraiment des gens qui l'ajoutent par après dans leur site. Oui, en effet, il y en a certains qui ont utilisé les bons vieux divs, qui n'ont pas utilisé les forms, et pour eux autres, ils se sont amusés à justement devoir ajouter un peu de code pour gérer, quand on clique sur Enter, pour faire le default action. Puis oui, alors maintenant, on va pouvoir se débarrasser de ce code-là, ce qui est une bonne chose. Définitivement. Je ne sais pas à quel point les gens utilisaient souvent des divs ou des formulaires. Moi, je sais que j'utilisais déjà des formulaires auparavant, mais c'est clair que quand on regarde des exemples sur Internet, il y a plusieurs exemples qui utilisaient des divs. Ça, c'est clair. Ils se cassaient la tête, pour eux autres. Et en plus, tu peux envoyer des formes comme ça, tu peux envoyer une forme data, tu peux la processer en serveur ou juste la propre objet. Oui. Est-ce que tu es capable d'élaborer là-dessus? Dans le fond, sur le serveur, tu as des objets de form data. Oui. Genre, tu peux l'extraire. Tandis que le défaut, les avoir là. C'est comme c'est une data native que tu as sur le browser et sur le serveur. Oui, c'est ça, exactement. Donc, voilà. Alors là, ici, on montre le action state que j'ai, où est-ce qu'on va pouvoir justement s'amuser à obtenir des data, par exemple, et gérer justement, gérer les données qui sont retournées, puis retourner les données en question. Vraiment intéressant. Donc, une autre façon de travailler avec ça, c'est de passer à des actions à nos formulaires ou des form actions. Si vous avez des inputs et des boutons, vous
Vous pouvez utiliser form action. Ce que ça va faire, c'est que si vous mettez un form action à input et button, ça va essentiellement modifier le action qui se trouve au form parent. Ça, c'est assez intéressant aussi, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout d'un coup, la fonctionnalité du formulaire n'est pas obligée d'être gérée par le formulaire, elle peut être gérée par un des enfants de ce formulaire-là. Ça m'a bien surpris, j'étais comme, oh boy, ils veulent vraiment, separation of concern, j'imagine. Il y avait des bonnes raisons de faire ça, mais c'est le fun d'avoir cette flexibilité-là tout d'un coup. Form action existe dans HTML? Non, je veux dire, l'action de base, tu peux le faire. Tu peux créer ça sur pas spécial arrière. Tu peux le mettre sur le bouton, mais ça ne va pas faire un submit, ça va faire un clic. Ce n'est pas le même type d'événement. Exemple, une des choses qui va arriver, c'est que ça ne va pas nécessairement appeler ce qu'on appelle. Tu sais, on s'entend. Je comprends ta distinction que tu veux faire. Oui, tu pourrais le faire de cette façon-là, mais essentiellement, ici, on ne dit pas la même chose. On parle du action. Qu'est-ce qui se passe quand on va avoir quelqu'un qui fait un submit? Et essentiellement, ici, le action était toujours défini au niveau du formulaire. Mais le fait de pouvoir dire qu'on va pouvoir mettre à input ou à button un form action, parce que c'est ça, c'est le form action qu'on parle en haut, c'est ça qui est spécial. Puis je vais être clair avec vous, c'est pas nécessairement quelque chose que je vais utiliser très, très souvent, mais je sais que ça pourrait être utile. Je sais qu'il y a des scénarios où ça pourrait être utile. Voilà. Puis quand l'action va réussir, React va faire un reset des composants non contrôlés. Puis on pourrait forcer un reset avec le nouveau request form reset. Le use form status permet de retourner l'état du formulaire parent le plus proche, similaire au context provider. Et donc, on va pouvoir justement obtenir de l'information sur, par exemple, est-ce que c'est pending, ou encore, c'est quoi les dernières données qui ont été retournées par ce formulaire-là, ou encore la méthode utilisée, la méthode comme un form, comme un get ou un post, ou encore l'action. En fait, la méthode, c'est plus l'URL, puis non, l'action, c'est l'URL, la méthode, c'est le get ou post, c'est ça. Il faut s'en rappeler, il y a plein de petits détails, mais c'est le fun. On a presque fini. Use optimistic, c'est le dernier gros point de ce chapitre-ci. Alors, on va remarquer qu'on parle ici du change name. Le change name ici va prendre un current name puis un unupdate name. On va remarquer qu'il va avoir, comme on peut voir ici, un form data. Je vais juste passer ça un peu pour qu'on voit un peu plus. Alors, si je descends un peu, on va voir qu'on a un form data où est-ce qu'on va pouvoir justement obtenir les données des différents champs, comme par exemple aller chercher le champ name, le champ first name, last name ou autre. Quoi qu'il en soit, une des choses intéressantes ici, c'est qu'on va pouvoir utiliser le optimistic name comme si c'était un state, mais un state qui est capable de faire un render à l'extérieur des timings normaux. Normalement, le timing normal d'un use state, c'est qu'il va être appelé à la fin de la méthode. Il est cédulé pour après que la méthode est terminée. Et là, dans ce cas-ci, grâce à use optimistic qui est ici, on va pouvoir justement gérer un state qui va pouvoir être appelé avant que la méthode action ait fini d'exécuter. Ça va faire donc des mini-renders. Comme ça que je les ai appelés, mais c'est pas comme ça qu'ils les appellent dans la documentation. Mais j'aime ça les appeler mini-renders, je trouve que c'est sympathique. Donc, si je tape ici, par exemple, change name, je tape Eric, on va remarquer que là, dans ce cas-ci, je suis en mode for. Tu sais, il n'y a pas de state. Je vais faire mon Enter pour lancer l'action Submit Action qui est ici. Et en faisant ça, automatiquement, on va voir que something went wrong. Oh, wow! Bravo! Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas quoi. Il fallait que je fasse Enter ici, dans la section qui est là. Voilà. Vous voyez que ça a mis en gris mon textbox. Le textbox devient gris pour dire qu'il est plus modifiable. Maintenant, j'ai envoyé après une seconde succès updaté Eric. Et voilà, mon succès a eu lieu. Ça a reseté la boîte et on voit que le nom est Eric. Mais voilà, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si je change de nom une deuxième fois, par exemple, ici, je vais marquer Nicolas, et que je tape Enter, ça devient gris, il est disablé et encore un succès. Si j'étais pour utiliser à la place un state, si j'étais par exemple pour dire qu'à la place d'afficher le optimistic name, j'allais activer le current name.
si je mets le current name, vous avez remarqué que pendant que je change le nom, excusez-moi, j'ai fait une erreur, current name. Je mets mon point d'insertion ici. Il est drôle, hein, ton touch, il ne fonctionne pas comme le mien. Il est à l'envers. À chaque fois que je m'en vais vers la droite, il va vers la gauche. C'est comme, c'est quoi ça, cette navigation-là? Tu sais, les gens qui ont fait les défauts sur Apple, ils ont étudié pour que les défauts soient les bons. Alors, je tape ici Eric. Je fais Enter et on voit que maintenant c'est utilisé. On voit que ça a été un succès. Je fais OK. Et voilà, le nom a été changé pour Eric. Mais pendant que le changement a lieu, si je marque ici par exemple Nicolas et que je tape, je vais taper Nicolas à la bonne place. Nicolas et que je fais Enter, on va remarquer que Nicolas n'est pas marqué ici. On voit que juste en dessous d'où est-ce que j'ai la souris qui bouge, c'est encore marqué Eric parce que le current name, ce state-là, va être mis à jour quand? Quand on a fini de faire l'action complète. C'est là que les states sont mis à jour. Et là, si j'ai besoin de mettre à jour, à la place du state, de mettre à jour ce qu'on appelle ce mini-state-là, on utilise donc le use optimistic avec le optimistic name. Donc ici, j'ai ramené le optimistic name. Voilà. Et c'est pas plus dur que ça. Une fois que j'ai ça, on voit qu'on va pouvoir faire des set optimistic names. Et ça va donc arriver à l'extérieur du set state plus classique. Ça, c'est un set state. Le update name que vous voyez ici, ça, c'est un set state plus classique qui, naturellement, va être mis à la toute fin quand on a fini notre action. Ouh! Donc, juste pour terminer, ça, c'est la dernière diapositive. Pendant le action du formulaire, le set state est cédulé pour la toute fin de l'action. C'est ce qu'on disait. Pour permettre de céduler des renders avant la fin du action, on utilise use optimistic. Puis la portée de use optimistic est le temps d'appeler action après que action est complétée. Ça va faire un reset. Wow! J'ai fait ça vite dans ma tête, mais hey, ça a pris une demi-heure. C'est bien long quand le clavier ne marche pas comme on le veut. Je suis vraiment désolé, mais bon, c'était ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si ça a été intéressant pour vous. Moi, ça a été intéressant pour moi. Voilà. Si vous avez aimé ça, vous pouvez venir me parler après. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Vas-y. Je ne vois pas ton nom. Comment? Jean-Philippe. Bonjour, Jean-Philippe. Ton use optimistique, maintenant que tu avais un failure dans ta requête, est-ce que ton nom va être encore là à la fin quand tu vas recevoir ta requête? C'est une bonne question. On pourrait essayer de voir qu'est-ce qui arrive. Tu veux dire un failure du genre une erreur, là? Genre, admettons, quelque chose qui ferait un throw. Le problème, c'est que là, ici, je n'ai pas de gestion d'erreur dans ce cas-ci. Alors, ça va juste faire une erreur globale sur la page au complet. Il n'y aura rien qui va être en rendu. Donc, techniquement parlant, ce ne sera pas vraiment intéressant. Modifier ta ton affaire. Et genre, si mettons l'état que tu essaies d'appliquer, c'est ça. l'application que tu essaies de faire dans ton Ce que moi je vois, c'est ceci. C'est que moi, ce que j'ai réalisé, c'est que dès que j'avais fini mon action, dès que j'ai fini l'action, le optimistic name n'existe plus. Essentiellement, le use optimistic qui est ici a seulement une portée le temps de cette action-là. Puis dès qu'on sort de l'action, ça vient de finir. Essentiellement, la valeur redevient quoi? La valeur va redevenir la valeur par défaut. Puis la valeur par défaut ici est current name. Donc, dans ce cas-ci, ça redeviendrait current name. Il n'y aurait pas de deux états. Il va y avoir un état quand il n'y a pas d'erreur. Puis dès qu'il y a l'erreur, on va sortir de ce formulaire-là. Ça va générer un nouveau rendu, rappelle-toi un nouveau rendu généré. Et pour ce nouveau rendu-là, ça va être le current name. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et même, j'allais plus loin que ça, c'est que, techniquement parlant, quand l'erreur survient, tu vas sortir de ça. Puis en sortant de ça, ça va générer donc ton render. Tu vas avoir juste un render parce que dans les faits, tu n'auras pas deux renders. L'erreur génère un render suivi. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Il n'y aura pas de deux renders dans ce cas-ci. Autre question, à part Jean-Philippe? Il y a des bonnes questions par contre, alors. Tu sais. Ça paraît qu'il a travaillé avec ça. En fait, non. Je suis généraliste. Ah! Un bon généraliste.
Oui, une question au fond complètement par quelqu'un qui a un nom tellement petit, je ne sais pas c'est qui. Bonjour Antoine. Dans le fond, c'est que dans les actions, ils vont deeper les set states à la fin des actions. Fait qu'on n'a pas besoin des await. On n'a pas besoin des await? Oui, on a encore besoin des await parce que si on n'avait pas un await à cet endroit-là, on n'aurait pas ce qu'on appelle quelque chose d'asynchrone. Ici, on a un appel asynchrone qui est fait sur le web. Et est-ce que c'est une façon de pousser à utiliser le suspense API? Est-ce que ça utilise le suspense API? Oui, exactement. Le but ici, c'est de remplacer un peu le suspense API puis le rendre plus spécialisé pour le scénario d'un formulaire. On s'entend. Est-ce que les use suspense vont encore exister? Oui, notamment pour aller faire des fetch. Parce qu'il y a plein d'affaires qui vont utiliser des bons vieux fetch. Mais là, à un moment donné, tu te dis, OK, moi, j'ai besoin d'utiliser quelque chose qui ne va pas faire un fetch, mais qui va appeler quand même quelque chose sur le web. Il va appeler un web service pour mettre à jour un nom ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment plus dans cette fonctionnalité-là qu'il faut voir. Si je retourne un peu en arrière et que je regarde la définition de action, je ne bouge pas, c'est juste ici. Voilà. Une action, c'est toute la fonction qui utilise une transition asynchrone. Essentiellement, quelque chose qui va être asynchrone. Et si ce n'est pas asynchrone, vous n'avez pas besoin de ça, essentiellement. Mais est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être asynchrones? Absolument, parce que dès que vous allez vouloir faire un fetch ou appeler une action quelque part sur un web service, vous aurez besoin de ça. Wow, vous avez été un public extraordinaire. Oh, il y a une dernière question peut-être. Il n'a vraiment pas levé la main haut, il était gêné. C'était juste la manière que ça laisse accéder le data du campus Internet. C'est cette forme de données, si tu parles d'informations de typing, ça doit pas venir de. Je suis trop familier avec les systèmes de React, mais moi, tu peux avoir un autre librairie qui a du typing intégré dans le data. Une librairie qui aurait du quoi intégré? Un package comme juste si ça utilise le forme data, tu parles le typing. Le typing, tu parles du typing? Ouais, ben, le typing de. Tu parles genre du typing de TypeScript? Je veux juste être clair, je ne suis pas trop sûr. Oui, genre typing du TypeScript, mais comme tu peux. Il y a des façons d'ajouter du typing, même si tu utilises JavaScript. C'était juste comme. OK, je comprends ce que tu veux dire. Alors, React avait une stratégie auparavant qui s'appelait React Props, qui permettait de faire des propriétés de React. Et cette librairie-là a été essentiellement, comment on dit, comment je peux dire, elle a poursuivi d'amour depuis environ 2 ans. Une librairie qui est essentiellement délaissée par l'équipe de React. Pourquoi? Parce que l'équipe de React dit, si vous voulez faire du typing, faites du TypeScript. Si vous n'avez pas besoin de typing, faites du JavaScript. C'est environ ça leur philosophie. Puis la vieille librairie React Prop a reçu beaucoup d'amour dernièrement. Elle est encore compatible. On pourrait encore l'utiliser. Ça n'a aucun rapport avec le sujet de ce qu'on vient de parler aujourd'hui en passant. Mais juste rapidement, j'essaie de changer Windows T pour Tab. Je fais ici une nouvelle page. Comment qu'on fait pour aller... comment tu faisais ça, Nicolas, pour aller à une nouvelle page? Je vois pas, non? Si on fait ça, beaucoup de gens vont sortir du matin. Oui, mets-toi. Bon, puis là, maintenant, on va pouvoir marquer React Props. Ça, c'est la librairie qu'on avait. Ça n'a pas l'air d'être ce que je voulais. J'ai marqué React Props avec un tiret, peut-être. Comment? J'essaie de dire que peu importe les types de noms, ça serait pas que c'est idéal d'utiliser un data type qui que it infers the data. Oui, c'est ça. Quand on utilise TypeScript, il va faire l'inférence de type avec TypeScript. Absolument. Il fait la bonne chose. Puis le but, c'est essentiellement d'aider les éditeurs de code à faire du code plus intelligent. Ça doit être lui, React.js Props, c'est tout ça? Non? Je me rappelle plus. Je vais juste aller rapidement. Legacy.
On va faire une dernière chose. Je sais où aller chercher la page. C'est juste que je ne me rappelle plus. De toute façon, en React, la majorité des types sont des singuliers, c'est majoritairement des strings, parce que les différents target values sont très souvent des strings. Donc, dans tous les cas, je suppose que ça va retourner que des strings. Oui, exactement. Prop types, ça s'appelait. Donc, ça s'appelait la librairie Prop types. Et donc, c'était pas. Voilà. Et vous voyez que c'est ici, c'est une librairie qui n'a pas été mise à jour depuis 2 ans. Donc, elle manque un peu d'amour. L'équipe React s'en sert pas parce que l'équipe React dit on a une meilleure solution avec TypeScript parce que TypeScript est supporté par l'industrie, TypeScript est utilisé par tout le monde. Et ça, c'est la vraie façon de faire des types et du type safety avec React de nos jours. Puis voilà. Puis tous mes exemples de tout à l'heure étaient faits en JavaScript et non pas en TypeScript. Donc, je n'avais pas de type safety. Voilà. En 2 pots, c'était ça. Fin. Nicolas m'a dit c'est fini cette question-là. Hey, merci beaucoup. Vous avez été un public extraordinaire. Voilà. Ouais, j'ai dû arrêter maintenant parce qu'on va passer au quiz. Oui, c'est le quiz. Partez pas, on a 150 à donner. Non, 450. 3 licences.